Voilà. Donc, comme je le disais, il s'agit du chapitre 4, management, deuxième chapitre que nous traitons ensemble. Donc, en management et enseignement commun. Donc, le thème 1, quel produit ou quel service pour quel besoin? Toujours le même thème que le chapitre 2. Et là, le chapitre 4, comment contrôler les coûts? Alors, on va voir donc, à travers ce chapitre la définition d'un coût. Qu'est-ce que c'est qu'un coût? D'accord? Ça, c'est un point très important. Il faudra bien sûr le différencier d'un prix. Un prix et un coût, ce n'est pas pareil. C'est ce que vous allez voir. D'accord? C'est totalement différent. Et il faut savoir que dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient, eh bien, il est très intéressant, il est très important de connaître le coût avant d'établir un prix de vente. Donc voilà, avant d'établir un prix de vente. Donc là, j'ai remis un peu les objectifs et les notions de ce chapitre. Hein, c'est un petit peu redondant. Alors donc ici, donc je me mets en pause à chaque fois. Contrôle des coûts, coût complet, coût spécifique. Alors ce sont des méthodes de calcul de coûts en contrôle de gestion. D'accord? Ce sont des méthodes de calcul. Il y a des entreprises qui adoptent le coût complet, il y a des entreprises qui adoptent le coût spécifique. C'est tel est leur, je dirais, intérêt ou, oui, leur intérêt ou essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité. D'accord? Donc, on va voir ce que c'est qu'un coût complet et on va voir ce que c'est qu'un coût spécifique. Donc, ce sont deux méthodes de calcul, et je dis bien calcul différentes, qu'il va falloir vous approprier. C'est un point important. D'accord? Alors, on verra aussi, et ce qui est aussi intéressant, c'est la gestion du cycle de vie des produits. On l'appelle le PLM. Alors, il faut savoir qu'un cycle, c'est plusieurs étapes, et puis c'est tout simplement quelque chose qui revient au point de départ. D'accord? C'est ce qu'il faut se dire. D'accord? C'est comme une roue d'un vélo. C'est pour ça qu'on parle d'un cycle. Donc, ça tourne, ça monte, ça descend, et ensuite, ça revient au point de départ. D'accord? Et on dit que des produits, ils ont des cycles de vie. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, naître, ils naissent, les produits, on ne les connaît pas, ils vont se développer, ils vont augmenter, et puis à un moment donné, ils vont descendre au niveau de la vente, par exemple. Et après, on va revenir à un autre produit. Donc, c'est ça l'idée. D'accord? Donc, il y a eu des théoriciens, il y a eu des gens qui ont sorti des principes là-dessus. Hein. Attention, il ne faut pas croire que c'est voilà, c'est une théorie, hein, si je puis dire. Cycle de vie, c'est comme un théorème en mathématiques. Hein. D'accord? Donc, ensuite, déterminer la pertinence d'un contrôle de coût. En gros, c'est se dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup de contrôler les coûts ou pas? Et comment savoir? Comment savoir si ça vaut le coup de déterminer, si ça vaut le coup de mettre en place le contrôle des coûts. D'accord? OK? Alors, donc là, on part d'un petit contexte, toujours. Alors, donc, il s'agit d'une boulangerie, pain et viennoiserie. Elle propose des petits déjeuners sans avoir le besoin de se déplacer. Donc, c'est un concept, c'est un service différencié par rapport aux autres. Hein. Je ne sais pas si votre boulanger fait la même chose, mais là, c'est le cas de Baguette Box. D'accord? Et pour cela, elle met en place des partenariats avec les boulangeries locales. Elle va donc produire et elle va effectuer les livraisons du petit déjeuner. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, la magie de l'opération repose en grande partie sur les nouvelles technologies. C'est grâce aux nouvelles technologies qu'elle peut faire ça. Baguette Box, c'est une boulangerie connectée. D'accord? Les clients inscrits sur le site baguettebox.com disposent d'une boîte à baguettes, pardon, fixée sur le. Donc, en gros, elle a pour activité production, achat au niveau de boulangerie et livraison. Livraison du petit déjeuner. D'accord? Et on va voir ici par rapport à la fiche d'identité ensuite de cette entreprise. Donc là, vous avez tout simplement, vous pourrez voir par la suite en tapant lien mini.fr, baguette, vous aurez une petite vidéo, hein, ne serait-ce que pour vous imprégner un petit peu de l'historique de cette entreprise. Alors, donc là, on voit tout de suite, quand vous analysez la fiche d'activité, eh bien que l'entreprise au niveau de l'effectif, elle a 34 salariés et sur les 34 salariés, mademoiselle Eunice, elle a 25 livreurs. 25 livreurs, vous imaginez. Elle a une majorité de ses salariés en livreur. Donc, ce qui veut dire que la force, l'activité, on va dire, importante ici de cette entreprise, c'est la livraison. D'accord? C'est la livraison. OK là-dessus? Donc, vente à distance de produits à boulangerie, SAS, qui veut dire Société Anonyme
simplifié, création 2019, donc c'est tout récent, le lieu, dirigeant, etc. et l'effectif. Donc, la problématique, donc c'est une jeune entreprise en développement puisqu'elle a été créée en 2019. Elle doit faire face à de nombreux coûts, vous voyez, des coûts, pour assurer son activité tout en ne négligeant pas sa rentabilité. En gros, elle a des charges, mais elle a aussi comme objectif d'être rentable. D'accord? Donc, il va falloir concilier tout cela. Donc, l'étude de Baguette Box permet de comprendre les enjeux liés au contrôle des coûts d'une entreprise. Et donc, tout cela va être possible à partir du contrôle des coûts. Et donc, cette problématique, on va pouvoir y répondre en mettant en avant ici ces deux méthodes que je vous avais présentées tout à l'heure, qui est le coût complet et le coût spécifique. Alors, présenter les éléments caractéristiques de Baguette Box et montrer que l'entreprise possède une RSE, donc on va voir ce que c'est. Une organisation doit-elle être nécessairement chercher à réduire ses coûts, quelle qu'elle soit l'organisation, ça on peut en discuter. Donc ici, j'ai mis ensuite un petit contexte historique, fiche d'activité, vidéo, etc. Alors, donc, voilà. Donc là, je reprends le texte que j'avais pris tout à l'heure précédemment, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je passe, voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu mettre en ce qui me concerne. Par rapport à l'analyse de ce texte, eh bien, j'ai mis le contexte, eh bien, un nouveau concept de pain et viennoiserie. D'accord? C'est un nouveau concept dans le sens où c'est une nouvelle façon de travailler. Vous voyez, c'est sous cette forme que je vois. Historique, eh bien, c'est une entreprise locale, alsacienne. Elle est en contact avec les produits locaux. D'accord? C'est une force et on sait très, très bien, on l'a vu et je le mets après comme force par rapport au coronavirus, à savoir toutes les entreprises extérieures au lieu de local, par exemple, elles mettent du temps, il y a eu des problèmes de transport, etc. Si ce n'est, voilà. Et que le fait d'être local, ça permet justement de faire face à ce type de difficultés. Ses forces, elle maîtrise les nouvelles technologies, dont Internet, les livraisons. Elle les fait en flux tendu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flux tendu? C'est tout simplement, dès qu'on vous commande, vous produisez et vous livrez. Il n'y a pas de stock. D'accord? C'est ça l'idée. Faiblesse, là, on ne le voit peut-être pas, mais quand on analyse bien le document, c'est un travail de nuit, essentiellement de nuit, puisque petit déjeuner, je suis désolé, il commence à 5 heures du matin pour certains, peut-être à 4 heures du matin, et il se termine jusqu'à 10 heures du matin. Donc, pour préparer ça, il faut au moins 4-5 heures avant être ouvert et produire. D'accord? Donc, c'est un travail de nuit, essentiellement. On commence peut-être à minuit les gens pour finir à 8 heures ou 9 heures du matin. Je parle de tout ce qui est production, livraison. Ensuite, réussite un service social, puisqu'il parle de proximité avec les personnes âgées, puisqu'il livre des personnes âgées. Donc, ça, c'est une réussite. C'est une boulangerie connectée. Elle crée de l'emploi en Alsace aussi, au niveau local. Donc voilà, tout ça, moi, je l'ai mis par rapport à l'analyse des documents que j'ai eus. D'accord? Le contexte et tout, l'historique, les forces, les faiblesses et les réussites. C'est de moi que j'ai pu dégager tout ça, moi-même. Alors, point suivant. Alors, donc, activité, là, je remets à nouveau, je suis désolé. Voilà. Alors là, vous aviez la première question. Donc, présenter les éléments caractéristiques de Baguette Box. Montrer que, voilà, attendez, je vais peut-être me remettre en arrière. Voilà. OK. Je vais bloquer. D'accord. Donc, le type, statut juridique, là, les caractéristiques, il faut mettre le type, statut juridique, champ d'action, nationalité, ressources technologiques, matériel, immatériel, et le reste, quelques éléments, si ça apparaît dans le contexte et ça n'apparaît pas dans la caractérisation. Donc, les réponses à cela sont les suivantes. Donc, vous pourrez prendre par la suite la correction. Donc, je vais avancer. Entreprise privée, une SaaS, on a ça dans la fiche d'identité, locale, française, application et site web, véhicule box, logo. Et la caractéristique de cette entreprise, c'est que Baguette Box possède une RSE, car si sa première finalité, donc, elle est économique, donc elle cherche l'activité financière à but lucratif, mais elle a aussi une finalité sociale puisqu'elle crée des emplois au niveau local. D'accord? Donc voilà, à quel coût doit faire face une jeune entreprise? Eh bien, au prix, au coût, aux marges, aux charges, aux rentabilités, à la profitabilité, au bilan, compte de résultat. D'accord? Pour cette question. Et ensuite, le débat, je vous laisserai libre par rapport à cela, je ne traite pas.
Alors, ensuite, maintenant, on va passer à la première partie. Donc là, on était en introduction. Donc, pourquoi faut-il contrôler les coûts? La maîtrise des coûts est indispensable pour une organisation. Et on va donc voir le premier document, le métier de contrôleur ou contrôleuse de gestion. Alors, vous avez un document, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En quoi consiste ce métier? Donc, c'est un métier de contrôleur de gestion. Donc, souvent, je dirais que ce sont ceux qui ont eu l'option GF en SMG, donc peuvent aller vers contrôleur de gestion. Un contrôleur de gestion, c'est un peu le bras droit du décideur, hein, du gérant, et c'est lui qui est amené à pouvoir déterminer les différents prix des produits en mettant en avant le coût, hein, et en mettant aussi bien sûr en avant la marge recherchée par l'entreprise. Alors, les principales missions d'un contrôleur de gestion vous demandent de repérer, de montrer que le métier de contrôleur de gestion nécessite un travail d'équipe au quotidien, expliquer en quoi le poste de contrôleur de gestion est considéré comme un poste stratégique. Hein. Je viens de vous dire à l'instant que c'était le bras droit du dirigeant, donc c'est bien un poste stratégique. Donc, ce que je disais tout à l'heure en introduction, certains filous donc, ont retiré la cellule active que j'ai pu mettre et ils avaient les éléments de réponse en bleu. Donc, ce n'était pas du tout, mademoiselle Eunice, très intelligent de leur part de faire ça. D'accord? Et je m'adresse à Régis au passage. Alors, il doit en avoir d'autres. Repérer les principales missions d'un contrôleur de gestion. Donc, il met en place des tableaux de bord et suit le budget grâce à des outils de pilotage. Il doit s'assurer du respect du budget. D'accord? Contrôleur de gestion, donc, il fixe un budget et il doit contrôler ensuite que celui-ci est bien respecté. D'accord? Donc, par rapport aux ventes, par rapport au coût d'achat, par rapport à la gestion des stocks, c'est lui qui va se charger de tout cela. D'accord? Montrer que le métier de contrôleur de gestion nécessite un travail d'équipe au quotidien, bien sûr, puisqu'il va être confronté à différents services, un service de production, service de stockage, à tous ces différents services. Donc, évidemment, il travaille en équipe. D'accord? Donc, vous avez d'autres éléments de réponse, expliquant en quoi le poste de contrôleur de gestion est considéré comme un poste stratégique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y aura d'autres éléments. Grâce au suivi du budget et aux analyses des coûts réalisées par le contrôleur de gestion, la direction peut prendre des décisions pertinentes. Et un peu, c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'ils étaient assistants au niveau de la direction. Ben, c'est le directeur, on va dire, de l'entreprise qui va s'appuyer sur les études qu'il aura fait le contrôleur de gestion. D'accord? C'est un gage de performance. Une entreprise doit être rentable. L'objectif, bien sûr, il faut qu'elle soit rentable. Qu'est-ce que ça veut dire rentable? Ben, ça veut dire que toutes les charges qu'elle a pu avoir, eh ben, il faut qu'elle les ait couvertes et qu'elle dégage du bénéfice. D'accord? Donc, une organisation, ou alors une organisation publique, société civile, elle doit donc contrôler ses dépenses. Comme vous, ménager ou ménagère, vous contrôlez vos dépenses. Alors ensuite, nous passons, connaître ses coûts permet de fixer un prix de vente. Voilà, premier élément. Pourquoi faut-il contrôler les coûts? Bah, déjà pour fixer un prix de vente. Okay. Lancer un nouveau produit, comment définir ses coûts et son prix de vente? Le questionnement de Johan. Donc là, on va voir Johan qui est un petit peu vous, hein, qui se pose des questions, donc qui est étudiant. Donc Johan est un étudiant en école de commerce. Il a été recruté en alternance, etc., chez Baguette Box en tant qu'assistant chef de produit. Pour les fêtes de Noël, il est chargé de lancer un nouveau produit, le coffret de petits sablés de Noël. L'opération durera tout le mois de décembre. Il a une idée précise des caractéristiques du produit, mais se pose de nombreuses questions quant à son prix de vente. Il a quelques souvenirs de cours de gestion, mais a besoin de l'expertise d'un spécialiste pour l'aider à définir les coûts et ainsi le prix de vente. Alors, Johan, donc, qui se pose la question suivante, 9,90 €, ce serait un bon prix? Non, point d'interrogation, il ne sait pas. Ensuite, vais-je dégager une marge à ce prix-là, à 9,90 €? Ensuite, est-ce que mon produit sera rentable? Voilà. Comment répondre à ces questions? Quel sera le coût de revient? Comment le calculer? Quel coût prendre en compte? Voilà. Donc, il s'agit de ce produit. Et donc, voici toutes les questions qui se posent. Et la question posée, expliquer à Johan pourquoi il a intérêt à connaître tous ses coûts avant de définir le prix de vente du coffret de prix sablé de Noël. D'accord? En gros, vous avez un produit, vous avez une connaissance du prix que vous l'avez obtenu ou autre, ou de ce que vous avez pu avoir en charge pour ce produit, et vous interrogez sur le prix à vendre. Vous n'allez pas le vendre en dessous du prix où ça vous a coûté. C'est toute l'idée. Mais il faut déterminer ce coût. Vous ne savez pas ce coût. C'est toute la problématique. On ne sait pas ce coût. D'accord? L'entreprise ne sait pas à la base le coût. Et donc, elle doit chercher le coût. OK? Donc, voilà. Alors, toutes ces questions,
Donc, on arrive aux éléments de réponse. Expliquez à Johan pourquoi il a intérêt à connaître tous ces coûts avant de définir le prix de vente du coffret de Petit Sablé de Noël. Si Johan fixe un prix de vente qui ne couvre pas ses charges, vous voyez, il y a des risques que le produit ne soit pas rentable. Ainsi, il est nécessaire d'aller en amont vers la base, c'est-à-dire d'avant à après, en partant des différents coûts pour ensuite appliquer une marge et enfin déterminer le prix de vente en appliquant la TVA. Donc, on détermine le coût. Une fois qu'on a déterminé le coût, on détermine la marge, qui est un bénéfice brut, et ensuite on y rajoute la TVA et on arrive au prix de vente, TTC. Donc, en vous appuyant sur les connaissances acquises en sciences de gestion numérique en classe de première, rappelez à Johan quel coût il doit prendre en compte pour calculer le coût de revient du coffret du Petit Sablé de Noël. Donc, Johan devra prendre en compte les achats de matières premières, en premier, puisque ces gâteaux, donc on nécessite les matières premières, les coûts de production, d'accord, les coûts de distribution, mais aussi les coûts liés au fonctionnement général de l'entreprise. D'accord? Donc là, voilà. Ensuite, au-delà des coûts, quels autres éléments issus de l'environnement Johan doit-il prendre en considération pour fixer le prix de vente de coffret de Petit Sablé de Noël? En gros, au niveau des matières premières, au niveau de l'organisation générale de l'entreprise, au niveau du coût de production, on a les éléments, mais on doit tenir compte de l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi? C'est nos concurrents. À quel prix ils vendent ce même produit, s'ils ont le même produit. D'accord? On ne va pas vendre un prix beaucoup plus cher que nos concurrents. On n'aura pas de clients. C'est ça l'idée. Donc, au-delà des coûts, quel autre élément issu de l'environnement Johan doit-il prendre en considération pour fixer le prix de vente des coffrets de Petit Sablé de Noël? Je répète. D'autres éléments que les coûts entrent en jeu pour la fixation du prix. Le prix de vente des produits concurrents, ce que je viens de vous dire à l'instant. Le prix psychologique. Qu'est-ce qu'un prix psychologique? C'est un prix que, moi, je ne mettrai pas plus de ce prix-là. Je suis un consommateur, je dirais, voilà, moi, ce gâteau-là, je ne mettrai pas un prix au-dessus de tant. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique aussi. C'est ce qu'on, dans la tête, en quelque sorte, alors on a plus ou moins, bien sûr, des différences, mais on est plus ou moins à peu près à l'identique. D'accord? Et donc, on appelle ça un prix psychologique. Donc, le prix des concurrents, le prix psychologique, et puis le positionnement du produit, c'est-à-dire le produit, ici, il est tout nouveau, on ne connaît pas. Donc, il est tout nouveau, il est original, donc on peut se permettre de mettre un prix fort. Par contre, s'il n'est pas original, s'il est classique, s'il est basique, ça va être l'inverse. Donc, on parle de positionnement du produit. D'accord là-dessus? Voilà, ça, c'est le langage des mercatiques. Alors, ensuite, donc, on passe à la méthode des coûts complets maintenant. Alors, soyez très attentifs, et mademoiselle Younis, puisque je vous ai à l'écran. Écoutez bien, c'est très important maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet de la méthode des coûts complets. Donc, on a vu globalement, le problème qui se pose pour cette boulangerie, c'est tout simplement le prix de vente. Comment je vais fixer le prix de vente de ces petits sablés, le petit Johan. D'accord? Mais pour cela, on va passer par deux méthodes. La méthode dite des coûts complets. Et donc, soyez très attentifs. Dans la méthode des coûts complets, un coût, on dit qu'il est constitué de charges directes et de charges indirectes. Qu'est-ce qu'une charge directe? C'est une charge qui est directement affectée au produit. Par exemple, on prend ces gâteaux, ces sablés, la farine qu'on va acheter pour ces gâteaux, ça sera une charge directe. D'accord? Par contre, une charge indirecte, c'est une charge qui va être indirectement affectée au produit. Alors, qu'est-ce que ça va être comme exemple? On va prendre l'exemple du loyer de la boulangerie. Le loyer de la boulangerie, qui est une charge indirecte, il va falloir l'affecter en proportion aux produits qu'on vend. Donc, il va falloir passer par un tableau de répartition, on va voir, et calculer le coût de la charge indirecte de ce loyer, par exemple, et de pouvoir l'intégrer dans ce gâteau. Est-ce que vous suivez? Très bien. Donc voilà. Ensuite, la nomenclature et les gammes et le tableau de répartition simplifié des charges indirectes. Donc, soyez très attentifs et concentrés là-dessus. J'entends pas Lounis, par contre. Lounis, tu es là? Lounis? Oui, oui, je suis là, je suis là. Très bien, je me demandais où tu étais. Très bien. Merci à toi, Lounis. Donc, là, vous avez la définition du coût complet, donc je ne vais pas la reprendre. Je vous laisserai le soin de la reprendre chez vous par la suite. Donc, c'est important. Il y a des choses importantes là-dedans. On vous définit ce que c'est que les coûts complets. D'accord? Coût complet, la méthode des coûts complets, la détermination des charges directes et indirectes. Alors, je voudrais aller directement, si je puis dire, en vif du sujet parce que c'est assez important. Alors, voilà. Donc là, vous avez un petit tableau.
Dans ce petit tableau, on vous donne des intitulés, des cas où il faut savoir si c'est une charge directe ou indirecte. Achat de petits sablés de Noël, par exemple. Un achat de petits sablés de Noël. Est-ce que c'est une charge directe ou une charge indirecte? Un achat des coffrets. La livraison des coffrets en même temps que les autres produits. L'amortissement des véhicules de livraison de tous les produits. La facture d'électricité de l'entreprise. Salaire du personnel administratif. Donc là, par rapport à ces produits, par rapport à ces situations de charge, il faut savoir si c'est direct ou indirect. Donc, achat de petits sablés de Noël, ça ne peut être pour ces produits qu'une charge directe. Achat des coffrets, c'est pour les petits sablés de Noël, ça peut être une charge directe. Livraison des coffrets en même temps que les autres produits, c'est une charge indirecte, puisqu'on mélange là-dedans plusieurs produits. Ensuite, amortissement des véhicules de livraison de tous les produits, charge indirecte. Ensuite, facture d'électricité de l'entreprise, charge indirecte. Et ensuite, salaire de personnel administratif, charge indirecte. Donc, en gros, en tout et pour tout, les charges directes, c'est tout simplement les charges qui sont affectées directement au produit. Les coffrets et les petits sablés. Le produit, c'est coffret de petits sablés. Je rappelle, au passage. D'accord? Donc là-dedans, en charge directe, on a juste les deux premiers éléments. Mais la livraison des coffrets en même temps que les autres produits, le pain, les croissants, la pâtisserie, j'en sais rien, etc., c'est pas la même, c'est du indirect puisqu'il y a un mélange de produits. C'est pas le produit coffret sablé. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis l'amortissement des véhicules de livraison de tous les produits, pareil. Tous les produits, c'est mélangé. Donc, je n'ai pas la charge directement de ce produit qui est les coffrets de sablé. D'accord? Et puis la facture d'électricité de l'entreprise, c'est pareil, c'est pour le service production, c'est pour le service commercial, la boutique par exemple, c'est pour tout ça, tout est mélangé là-dedans. Donc c'est indirect. Donc voilà un petit peu l'idée dans laquelle on essaye d'avancer par rapport à cette différenciation, distinction entre direct et indirect. Direct, c'est directement affecté au produit. Indirect, c'est tout ce qui est global au niveau de l'entreprise et il faut calculer la part qui va pour le produit. Donc, il faut savoir qu'un coût est égal aux charges directes plus les charges indirectes. Je vous le dis tout de suite, et c'est ce que nous ferons au niveau de l'application. Nomenclature et gamme, donc je vous laisserai le soin de voir un peu dans le détail chez vous. Document 5, processus de production, livraison du petit sablé. En gros, là, on vous donne le cycle de production de l'entreprise. D'accord? Le cycle. Donc, elle achète les matières premières. D'accord? Petit sablé de Noël en vrac et boîte. D'accord? Ensuite, elle effectue donc l'emballage par le livreur des petits sablés de Noël et coffrets de 250 grammes. Et ensuite, elle effectue la livraison des coffrets de petits sablés de Noël. Donc voilà le processus de production ici de ces petits sablés de Noël. Mince. Alors, là, nous arrivons à un point qui est… Oh mince, excusez-moi, je vais en revenir. Désolé. Alors, précédent. Et je vais le mettre en pause. Alors, là, je vais descendre cette barre. Donc, identifier les éléments de la nomenclature des gammes opératoires du groupe coffret des petits sablés. Nomenclature, ce sont les sablés plus les coffrets. Gamme opératoire, donc, ou processus, si vous voulez, ici de production de ces coffrets, c'est approvisionnement, les achats, emballés et livrés. D'accord? Présenter les limites de la méthode du coût complet. Alors, la méthode, ça, il faut la retenir. Peut-être que sur le champ, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais après, vous allez en toute vraisemblance comprendre à force de l'utiliser. Donc, il y a une limite par rapport à cette méthode. Alors, il est difficile de connaître précisément les charges indirectes affectées aux produits étudiés. C'est-à-dire le fait de dire, voilà, je vais mettre tant de pourcents du service administratif sur le sablé. D'où j'ai eu ce tant de pourcents? On appelle ça une clé de répartition. D'où je l'ai eu? Comment je l'ai calculé? Qu'est-ce qui me fait dire que je prends ça? Pourquoi je prendrais ça? Par exemple. Ça, c'est le contrôleur de gestion, ce sont toutes les questions qui se posent. Avant de se dire, voilà, si c'est cette clé de répartition, je prends tant de pourcentage. Alors, des fois, c'est par rapport à la surface, des fois, c'est par rapport à la consommation, des fois, c'est par rapport aux bons documents qui ont été établis, bons de commande, par exemple, bons de commande qui ont été établis au niveau de l'approvisionnement, ou nombre de factures qui ont été établies. Bref, ce qu'on appelle des clés de répartition qui donnent un pourcentage de dire, voilà, le service administratif, il y a tant de pourcents dans les sablés. Il y a eu tant de charges dans les sablés, service administratif. Donc voilà. Donc ça reste quelque chose d'imprécis. C'est pas vraiment, mais
ça se rapproche quand même à une certaine réalité. Hein. Voilà, ça existe. Hein, on utilise cette méthode quand même. Donc voilà. Ensuite, alors là maintenant, c'est un point aussi important à saisir, mais très facile. Vous avez ce qu'on appelle ici en titre, on vous le met là, tableau de répartition simplifié des charges indirectes. Donc là, on s'occupe des charges indirectes. Charges directes, pas de problème, c'est directement affecté, on les a, on nous les donne, directement on les affecte. Maintenant, il faut, pour les charges indirectes, calculer ce qu'on appelle un coût d'unité d'œuvre. Un coût d'unité d'œuvre. Et ensuite, ce coût d'unité d'œuvre, on va l'appliquer à la quantité qu'on va utiliser pour les charges directes. C'est-à-dire que si j'utilise, je vais dire n'importe quoi, 500 kg de farine, eh bien 500 kg de farine, j'ai payé 1 euro, 500 kg, ça fait 500 euros en charge directe, mais si j'ai calculé par exemple 30 centimes de charge indirecte, eh bien je vais faire 500 kg fois 30 centimes pour mes charges indirectes. Et j'additionne les deux et j'ai mon coût d'achat de mes farines, par exemple. Vous voyez un petit peu? Pas vraiment? Ouais. Vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, Je disais, les calculs. Alors, les calculs, donc, ici, c'est les charges directes et les charges indirectes. C'est pour calculer le coût. Les charges directes, on vous les donne directement. Donc, vous avez juste à prendre les chiffres et à les calculer. Par contre, les charges indirectes, il faut calculer ici à partir du tableau, ce qu'on appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Donc là, vous avez l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est tout ce qui concerne l'achat. Là, vous avez la production. C'est la production, c'est-à-dire ce qui a été mis en pratique. Donc là, on a acheté les coffrets, on a acheté les sablés. Mais là, après, l'emballage, c'est une production. Le fait de mettre dans l'emballage, on produit. D'accord? Même si on a acheté les sablés déjà faits, même si on a acheté des coffrets déjà faits. Ensuite, la production, c'est l'emballage. D'accord? Et après, ici, il y a la livraison. Après, ici, il y a l'administration. L'administration, c'est la secrétaire, c'est le comptable, c'est le directeur. Donc, c'est le temps qu'il a passé, le travail qu'il a pu faire, les décisions qu'il a pu donner, etc. Ben, ça a une valeur, ça a un coût. Ça a un coût là-dedans au niveau ici de ces en charge indirecte. Ça a un coût. D'accord? Donc, on nous donne dans ce tableau ici le montant à répartir. Par exemple, au niveau. Alors, on va prendre ici le montant à répartir au niveau des sablés. On nous donne tout dans la colonne. On nous donne donc le montant. On nous dit voilà, il y a eu 300 euros de charge indirecte. D'accord? Il s'agit en unité d'œuvre, c'est-à-dire en quantité de kilogrammes de petits sablés de Noël achetés. Nombre qu'on a acheté, on en a acheté 500. D'accord? Et le coût de l'unité d'œuvre pour l'approvisionnement sablé en achat, il est de tout simplement 300 divisé par 500. On obtient 0,6. Donc, si je suis amené à calculer ensuite, par exemple, pour 200 sablés ou 300 sablés, je prends 200 sablés, je calcule ces charges directes et j'additionne les charges indirectes en prenant ces 200 sablés que je vais multiplier par le 0,6 ici que j'ai. Le coût de l'unité d'œuvre que vous allez obtenir ici et ici et ici, c'est ce qui va me permettre d'avoir mes charges indirectes en fonction du processus du cycle de production de l'entreprise. En gros, aux différentes étapes. Il y a l'étape achat, il y a l'étape production, il y a l'étape vente, ensuite distribution. Et tout au long, c'est ce qu'on va voir après, on détermine des coûts. On va déterminer le coût d'achat, on va déterminer le coût de production. On va déterminer le coût de distribution et ensuite, bien sûr, on va obtenir le résultat en faisant la différence entre chiffre d'affaires et coût de revient. Donc, on va obtenir ensuite le coût de revient. D'accord? Tout cela, c'est ce qu'on appelle un processus. C'est une hiérarchisation des coûts. Et donc là, ici, on a les charges indirectes et il faut déterminer le coût d'unité d'œuvre qu'on va utiliser après. Donc là, ici, on fait 800 divisé par 4000, on a un résultat. Ici, on fait 1200 divisé par 400, on a un résultat. 7500 divisé par 3000, on a un résultat. 4500 divisé par 3000, on a un résultat. Et tout ça, ça concerne les charges indirectes. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ici, les résultats sont les suivants. En charge indirecte, on va avoir 0,2, 3, 2,5, 1,5. C'est que des calculs. Hein. C'est que des calculs, je vais revenir. Et voilà. Ce ne sont que des calculs ici. On a fait tout simplement 800 divisé par 4000, 0,2. Donc, on nous donne le montant à répartir, on nous donne le nombre d'unités d'œuvre. Il suffit juste ensuite de faire la division. Et voilà, 800 par 4000, on obtient 0,2 et ainsi de suite.
OK? Donc ça, ici, vous devez retenir la division. Je prends le montant à répartir et je divise par le nombre d'unités d'œuvre. OK? Je passe maintenant au tableau suivant. Une fois que j'ai terminé avec mon tableau de répartition, eh ben, je vais pouvoir construire maintenant mon coût d'achat. Je vais pouvoir construire mon coût d'achat. Je n'ai fait que utiliser le tableau de répartition des charges indirectes. Dans le tableau de répartition des charges indirectes, j'avais mes achats, j'avais mon centre achat, j'avais mon centre production et j'avais mon centre distribution. D'accord? Et j'avais mon centre administration. D'accord? Et donc, j'ai calculé mon coût d'unité d'œuvre. Mon coût d'unité d'œuvre, vous vous en souvenez? Je l'ai calculé tout en bas. Et donc, ici, je vais vous montrer après. J'ai fait, voilà, j'ai achat des sablés, charge directe, achat des boîtes, charge directe. On vous donne ici dans l'énoncé, on vous dit il y a 2000 coffrets de petits sablés de Noël, sachant qu'un kilogramme de sablé coûte 4 € et qu'une boîte coûte 0,3. Donc là, pour les boîtes, bah, là, le coût unitaire, bah, ça va être tout simplement ce que j'ai ici, 0,30 ici. Et ici, pour l'achat de sablé, on me dit que c'est 1 kg est égal à 4 €. Je vais mettre ça ici. Et là, j'ai mes charges directes. Et ensuite, il faut que je calcule mes charges indirectes au niveau de mes achats. Et mes charges indirectes au niveau de mes achats, vous avez remarqué, l'unité, la quantité est la même. 500, je remets 500. 2000, je remets 2000. Par contre, ici, je vais aller dans mon tableau de répartition des charges indirectes et je vais aller chercher ce que j'ai trouvé en coût d'unité d'œuvre. Donc, j'obtiens le résultat suivant. Voilà, j'ai tout explicité là-dessus. Vous voyez? Donc, ici, c'est le document 6, charge indirecte. 0,60 ici en achat, d'accord, en charge indirecte. Achat en sablé. Si je reviens à mon tableau précédent, je retrouverai bien 0,60, 0,20. Vous avez vu? 0,60, 0,20. Je vais peut-être y revenir. Comme ça sera peut-être un peu plus clair. Voilà. Vous vous en souvenez? Voilà. Voilà, ici. Vous avez vu? 0,6 et 0,2. 0,6 pour le sablé, les sablés, et 0,2 pour les coffrets. Eh bien, ces deux éléments-là, je les reporte ici à mon tableau pour calculer mon coût d'achat. Voilà. Il est là. 0,6, 0,2. Vous avez vu? En charge indirecte. Charge indirecte sablé et charge indirecte des coffrets. Et ensuite, j'additionne les deux. J'additionne les deux où? J'additionne tout ça. J'additionne tout ça et j'obtiens mon coût d'achat total. Mon coût d'achat total, ici, des coffrets, aura été de 3300 pour 2000 coffrets. En mettant à l'intérieur de ces 2000 coffrets des charges directes et des charges indirectes. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Oui. Vous voyez cette nécessité des charges indirectes du tableau de répartition et ensuite tout le met. Alors attention, là on n'est que dans les achats. Après on va faire la production. Ensuite on va faire la distribution. Et après à chaque fois il faut faire un va-et-vient avec le document 6. Aller chercher les données qu'on avait calculées précédemment. D'accord? Ok, donc on continue. Donc j'ai tout mis là-dessus. Voilà. Alors, vous pourrez reprendre cette vidéo après et voir de plus près. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce tableau? Ici, on va calculer le coût de production des coffrets. D'accord? Je rappelle, on a calculé le coût d'achat. On calcule le coût de production. Après, on va calculer le coût de revient. Et seulement après, on va calculer le résultat. C'est-à-dire s'il y a un bénéfice ou une perte. Est-ce que c'est clair? Et le résultat, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Mais le coût de revient, c'est égal au coût d'achat plus le coût de production, plus, ici, je n'ai pas de distribution, j'ai uniquement la production. D'accord là-dessus? Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Alors, le coût d'achat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement reprendre ce que j'avais calculé précédemment. Ensuite, la main-d'œuvre d'emballage, je l'ai, donc je vais la mettre. Donc ici, une fois qu'on a calculé le coût de production des coffrets, regardez bien dans ce tableau, vous avez vu? On va reporter ces résultats-là ici. C'est la même chose. Coût de production des coffrets. Vous avez vu? Coût de production des coffrets, ici, c'est la finalité du tableau. Et cette finalité du tableau, elle devient le début du tableau suivant. On prend pour calculer le coût de revient des coffrets vendus, le coût de production des coffrets. On y ajoute les charges indirectes des ventes, les charges indirectes du centre d'administration pour obtenir le coût de revient.
Une fois qu'on a obtenu le coût de revient, qui est la finalité du tableau, ici, eh ben, on va le reporter ici au tableau, mais en deuxième position. Pourquoi? Pour calculer le résultat. Et le résultat, on sait que c'est chiffre d'affaires moins les charges. Ici, le coût de revient. On est d'accord. Donc, on le mettra en deuxième position. Et là, par différence, on va obtenir le résultat. Voilà. Donc, l'objectif ici de ce travail, c'est de faire un tableau de répartition des charges indirectes et de prendre les éléments de réponse concernant le coût de revient unitaire, le coût d'unité d'œuvre, pardon, le coût d'unité d'œuvre, d'accord, et de le prendre en fonction des étapes. Je suis dans l'achat, je prends le coût d'unité d'œuvre des achats. Je suis à la production, je prends le coût d'unité d'œuvre de la production. Et je suis dans les charges indirectes. Et un coût, quel que soit le coût, un coût de production, un coût d'achat, un coût de distribution, c'est charge directe plus charge indirecte. Il n'y a pas plus compliqué. Charge directe plus charge indirecte. Voilà, directement affecté au produit et indirectement affecté au produit. Donc là, le coût de production, ça va être le coût d'achat des coffrets et la main-d'œuvre d'emballage. Le coût de production, c'est quoi cette salade? Le coût de production, c'est comme combien ça a coûté pour produire ces coffrets? Le nombre d'heures que l'ouvrier a consommé, entre guillemets, pour mettre dans les coffrets. On avait déjà les coffrets, on a acheté les coffrets, on a acheté les sablés. Maintenant, il faut rassembler tout ça. Eh ben, ça a un coût. Eh ben, c'est tout. Et j'obtiens mon coût de production. Voilà. Ensuite, le coût de revient. Le coût de revient des coffrets vendus, c'est la production et c'est aussi les charges indirectes des ventes et de l'administration. Et j'ai ainsi mon coût de revient. Voilà. Donc, il faut savoir que en méthode des coûts complets, il y a ce qu'on appelle une hiérarchisation des coûts. On commence toujours par les coûts d'achat. Ensuite, on y ajoute la production, quelle qu'elle soit, ou la fabrication, ce que vous voulez ou autre. On obtient et on y ajoute aussi la distribution, les ventes, c'est un coût, d'accord? Et en additionnant tous ces différents coûts, on obtient ce qu'on appelle le coût de revient. Et une fois qu'on a obtenu ce coût de revient, c'est-à-dire le coût, à combien ça est le revenu à l'entreprise, totalement, dans l'ensemble, va me permettre, avec la différence du prix de vente ou du chiffre d'affaires, d'obtenir mon résultat. Donc voilà. Et en même temps, par cette méthode, j'ai pu ainsi déterminer mon coût. L'idée, je vous le rappelle au passage, c'était de calculer le coût. On le calcule comme ça. On tient compte de l'approvisionnement, des achats directs, des achats indirects, de la production directe, production indirecte, de la distribution directe, distribution indirecte. On somme tout cela et on obtient ce qu'on appelle le coût de revient. Et après, on fait la différence et on obtient ainsi le résultat. D'accord? Pour cette, je présume, méthode. Alors, il y a peut-être des points à voir de plus près vous concernant, mais je pense que globalement, vous avez en tête le schéma et les généralités que je suis en train de vous mettre. Donc voilà, donc les résultats. Ici, ces 300, on les a obtenus. Ils ne sont pas tombés du ciel. Vous les avez dans l'énoncé, il faudra reprendre. Ici, c'est ce qu'on avait calculé précédemment. On avait trouvé 1,65, vous en souvenez, le total, le coût d'achat total, 3300, on n'a fait que reporter ici. D'accord? Ici, on a été chercher les données dans l'énoncé, on a multiplié et après, on additionne toujours. 3300, 900 égale 4200. Et après, attention, ne me dites pas et ne faites pas, ce que je dis souvent à mes étudiants à l'IT, ne faites pas, s'il vous plaît, mélange pommes de terre, carottes. Ici, vous avez 2000 coffrets. Et ici, vous avez 300 heures. 2000 coffrets, c'est les pommes de terre. 300 heures, c'est les carottes. Je ne les mélange pas. Donc, à combien, quelle unité je vais mettre ici concernant la production? C'est des coffrets que j'ai produits. Ce n'est pas des heures de main-d'œuvre que j'ai produits. C'est des coffrets. Donc, je mets 2000. C'est ça la logique ici. Vous dites, mais là, j'ai rien compris. Là, 2300, ils trouvent 2000. Oui, parce qu'on est en train de produire 2000 coffrets. On n'est pas en train de produire 2000 coffrets avec 300 heures. C'est n'importe quoi. On a ici un coût de production de nombre de coffrets. Et là, il y en a 2000. Et là aussi, vous le voyez, pareil, ça ne change pas. 2000, vous n'allez pas faire 2000 plus 2000 plus 2000 égale 6000. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de calculer le coût de revient de 2000 coffrets. D'accord là-dessus? Et là, le résultat, c'est pareil aussi. Vous n'allez pas faire 2000 plus 2000 égale 4000. Non, c'est 2000. Je calcule le résultat pour 2000 coffrets. D'accord là-dessus? Est-ce que c'est clair? Pas vraiment.
Est-ce que c'est clair? Oui, Oui. oui, oui. Merci à vous pour votre participation. Et là, au niveau du montant, par contre, vous additionnez. Puisque ce sont que des carottes ou que des pommes de terre. Là, vous avez que de l'euro. Donc là, obligé. 3300, 900, 4200, 4200, 5000, 3000, 12 200. D'accord? 18 760, 12 200, ça moins ça égale ça. Donc tout ça, on additionne et là, uniquement, on fait la soustraction pour obtenir le résultat. Voilà. Et on a terminé la méthode dite du coût complet. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Alors, vous reprendrez la vidéo, bien sûr, je vous conseillerais vivement. Alors, donc voilà, cette première méthode, donc terminée, la méthode dite du coût complet. Donc, pour se résumer, elle a un travail qui est quand même assez conséquent au niveau du tableau de répartition, des calculs auxquels il faut savoir comment les effectuer, mais c'est toujours le montant à répartir sur la quantité pour obtenir le coût. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir assimiler. Et ensuite, avoir à l'esprit cette hiérarchie des coûts, c'est-à-dire cette succession des coûts. Comment les coûts se suivent, d'accord? Donc, du premier coût d'achat, jusqu'au coût de revient. Pour arriver au coût de revient, qu'est-ce que je fais? Je coût d'achat, coût de production, coût de distribution, coût de revient, d'accord? Et puis, vous pouvez avoir d'autres coûts aussi, coût d'administration ou des choses de ce genre, mais ça rentre dans ce processus. Donc, voilà. Maintenant, on va voir une autre méthode qui s'appelle les coûts spécifiques. Alors, le terme spécifique, c'est ce qu'on voit aussi à travers les documents, c'est par rapport à, spécifiquement à, d'accord? Spécifiquement au produit. Donc là, en gros, c'est se dire, voilà, l'entreprise produit 3 produits, A, B, C, et puis elle s'interroge à travers, elle voudrait déterminer, bien évidemment, à combien lui coûte chaque produit, le produit A, B, C, et se dire, voilà, si le produit C, par exemple, ce qui est le cas, il est en perte, est-ce qu'il ne faudrait pas l'abandonner? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'abandonner? Vous voyez que c'est une question extrêmement intéressante. C'est une question extrêmement intéressante dont les décideurs cherchent systématiquement à connaître. Et donc, ici, grâce au contrôleur de gestion, avec la méthode C coûts spécifiques, on va pouvoir déterminer si le coût d'un produit il est intéressant ou pas. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, extrait donc, du compte d'exploitation analytique des coûts spécifiques détournés. Alors, donc, là, j'ai surligné ici la définition des coûts spécifiques. Donc, l'objectif déterminer s'il faut poursuivre, s'y tourner ou les abandonner pour manque de rentabilité. En gros, ils effectuent des livraisons ici et ils souhaiteraient savoir s'il ne faut pas abandonner telle livraison. Telle livraison, par exemple la livraison A, la livraison B ou C ou autre, etc. Et donc, ils vont faire une étude des coûts spécifiques. D'accord? C'est tout simplement l'idée. La méthode des coûts spécifiques, une activité est-elle rentable et pérenne, c'est-à-dire est-ce que cette méthode elle permet de couvrir les charges. Pérenne, est-ce qu'elle va pouvoir durer aussi? Ou alors, faut-il l'abandonner? C'est ça l'idée. Donc, pour calculer les coûts spécifiques, on va utiliser ce qu'on appelle les charges variables et les charges fixes directes. Alors, très simplement, variable, ça varie. Fixe, ça ne bouge pas. Quelle que soit l'activité, qu'on produise 10 ou qu'on produise 1000, charge fixe, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Le loyer. Le loyer d'une boulangerie, par exemple. Le loyer de boulangerie, c'est 3 000 € par mois ou 5 000 € par mois, point barre. Vous vendez tant, vous faites tant de chiffre d'affaires, tel mois ou autre chose, peu importe, c'est pareil. Par contre, le coût d'achat, je dirais, de la farine, il va varier en fonction de l'activité. Si on produit plus, on va acheter plus, donc on en paiera moins, etc., etc., etc. Voilà, c'est ça l'idée. Variable, ça varie en fonction de l'activité, et fixe, quelle que soit l'activité de l'entreprise, ça ne bouge pas. Et pensez au loyer, pensez aussi aux amortissements, d'accord? Les amortissements. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau intitulé compte d'exploitation analytique. D'accord? On parle de coûts spécifiques parce qu'ils sont spécifiques à un produit, ils sont spécialement pour un produit ou une activité et ils ne concernent pas l'ensemble de l'entreprise. C'est ça l'idée du coût spécifique. OK? Alors, on passe maintenant. Alors, c'est beaucoup plus simple, moi, je dirais, que le tableau précédent de la méthode dite du coût complet. Beaucoup plus simple, mais il faut que vous ayez à l'esprit cette image, ce tableau. Très simple, très simple. Vous partez du CA, du chiffre d'affaires. Vous mettez les charges variables. Une fois que vous avez mis les charges variables, vous mettez la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est quoi? C'est la différence entre le chiffre d'affaires et la charge variable. Vous obtenez la marge sur coût variable, vous calculez le taux sur marge sur coût variable. Et je vous ai tout mis là ici. Alors, excusez-moi, je vais descendre cette chose. Voilà. Vous avez ici
Ouais, très bien. La marge sur coût variable, non, ouais, je l'ai mise en dessous. C'est pas grave. Ensuite, vous avez les charges fixes. D'accord? Une fois que vous avez mis les charges fixes, vous avez la marge sur coût spécifique. Excusez-moi, là, c'est la marge sur coût spécifique. Et je vais… Oh mince. Voilà. Ne tenez pas compte de cette flèche, j'ai fait une petite erreur. Je reviens ici sur la flèche que vous avez là. Elle doit être ici au-dessus. D'accord? Ça, c'est la marge sur coût spécifique. Ce n'est pas pareil. Une fois qu'on a enlevé les charges fixes du produit, d'accord, on obtient ce qu'on appelle la marge sur coût spécifique. Et le taux de marge sur coût spécifique, là aussi, ce que j'ai mis ici, la flèche, vous la mettez au-dessus. En gros, le taux de marge, c'est très simple. C'est on prend la marge, que ce soit la marge tout court, c'est-à-dire la marge ici globale, ou que ce soit la marge spécifique, et on la rapporte au chiffre d'affaires, on multiplie par 100. D'accord? Et donc, vous l'avez ici. Donc, ici, taux de marge par rapport au chiffre d'affaires, 40,6. En gros, cette tournée-là, elle vous dégage 41% de bénéfices. En gros, cette tournée-là, elle vous dégage 20% de bénéfices. Brut. En gros, cette tournée-là, elle vous dégage 33, un tiers de bénéfices. En gros, cette tournée-là, elle vous dégage 52, près de 53% de bénéfices. Global. Ensuite, par rapport comment dirais-je, aux charges fixes directes, voilà, par rapport au produit, à la tournée elle-même, voilà ce qu'elle vous dégage comme marge. D'accord? Donc là, vous voyez tout de suite, par exemple, ici. Donc, ce qu'il faut analyser, ce n'est pas cette première ligne, mais cette seconde ligne-là. Et on voit bien. Oui. Oui, excuse-moi, Eunice, tu veux bien couper le micro, à moins que tu aies quelque chose à dire? Merci, Eunice. Alors, je disais, ici, on voit tout de suite que la tournée B, elle est déficitaire. Elle dégage une perte. D'accord? Donc, s'il y a à agir, ça serait sur la tournée B. Si on doit éliminer, ça serait la tournée B. D'accord? C'est ça l'idée. Et c'est ça l'intérêt. Donc, on part. Chiffre d'affaires, charge variable globale. On obtient la marge sur coût variable en faisant la différence. Chiffre d'affaires moins charge variable. On fait le taux de marge sur charge variable. On fait donc le montant ici, 5500 divisé par 13500 multiplié par 100. On met les charges fixes du produit. Du produit ici, c'est la tournée A. Les charges fixes du produit de la tournée B, on le met. On enlève, on obtient la marge sur coût spécifique. Sur coût spécifique. Le taux de marge sur coût spécifique, on prend ici la marge sur coût spécifique, on divise par le chiffre d'affaires, on multiplie par 100 et on obtient le taux de marge spécifique. Et c'est là où on va pouvoir analyser et décider si c'est intéressant ou pas. C'est là-dessus qu'il faudra décider. Donc, je remettrai à jour ces flèches. Hein. Donc, cette flèche-là bleue, elle va là au-dessus. Et cette flèche-là verte, elle va là au-dessus. D'accord? Et là, le calcul n'est pas là. Mais on retrouve à peu près la même chose. Donc, résultat, eh bien, on fait tout simplement chiffre d'affaires moins charge. Donc, le résultat, vous remarquez, ici, on a uniquement le taux de marge ou la marge sur coût spécifique. On n'a pas on ne parle pas de résultat ici du produit A, de la tournée A, du produit A, du produit B, du produit C ou du produit D. On a le résultat global. On ne peut pas calculer le résultat de chaque produit, de chaque tournée. Par contre, on peut calculer la marge sur coût, qui est un résultat brut et qui donne déjà une idée. Si on continue avec ça, en gros, voilà ce qu'il faut se dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? C'est bon. Alors, je continue. Donc voilà, vous avez ensuite des questions, rappelez la définition de charge fixe, etc. Là, je vous donne les éléments de réponse. Hein? Donc là, vous avez ici les éléments de réponse. Donc, vous prendrez la correction, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait aussi imprimer les polycopiers. Là, il faudrait les imprimer chez vous. Alors après, on arrive à la dernière partie de ce chapitre. C'est le cycle de vie du produit. D'accord? Donc là, on a le document 9, 10, le cycle de vie des produits, etc. Donc là, je vais aller assez vite parce que bon, c'est plutôt de l'information, hein, du texte, hein, donc identifier différentes parties prenantes, etc. Et il n'y a pas de complications, il n'y a pas de calcul proprement dit, c'est du texte. Donc là, je vous laisserai le soin de regarder ça de près et de pouvoir surtout vous imprégner des documents et puis comprendre les questions et les réponses que j'ai pu porter ici là-dessus.
D'accord? Donc, vous pourrez arrêter la vidéo, bien sûr, mettre en pause et puis prendre la correction à chaque fois. Donc, c'est un peu l'objectif. Donc là, vous avez un schéma du cycle de vie de la baguette. D'accord? Donc, là aussi, je ne reviens pas là-dessus. Véhicule classique. Bon, là, c'est un petit exercice, mais il n'est pas extrêmement compliqué par rapport à ce que je viens de voir avec vous. Et puis là, on arrive à la fin de notre travail. Alors, j'essaye de… Est-ce que je peux… Bon, l'essentiel en schéma, et la synthèse à souligner, il n'y a pas de difficulté particulière. Bien, voilà, donc j'ai terminé ma présentation, mes explications au niveau de ces deux méthodes. Hein. Je vous laisse le soin de reprendre la partie dite cycle de vie, hein, qui n'est pas compliquée, hein, c'est juste une question de connaissance. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux méthodes que je viens de vous présenter? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, pour ce résumé, on a deux méthodes. Première méthode, dite la méthode du coût complet. La méthode du coût complet, il faut passer par le tableau de répartition des charges indirectes. Il faut savoir qu'un coût est égal aux charges directes plus les charges indirectes. Et il faut savoir que les coûts sont hiérarchisés, c'est-à-dire qu'il y a du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est le coût d'achat. Et ensuite, la production. Et ensuite, la distribution. Et ensuite, le coût de revient. Et ensuite, le résultat. Voilà, les différentes étapes. Ça, c'est pour le coût complet. Et les limites du coût complet, on a vu, c'est approximatif. Mélanger le nombre d'heures du directeur ou j'en sais rien, etc. Elle rentre en tant que répartition, ce n'est pas quelque chose de très clair. Mais ça reste une méthode qui est appliquée dans les entreprises. Et surtout dans les entreprises industrielles. D'accord? Puisqu'il s'agit de fabrication. D'accord? Mais on peut aussi faire ça dans le cadre commercial. Attention. Hein. Ensuite, la méthode du coût spécifique, donc spécifiquement au produit. Donc là, on a pris l'exemple des tournées, très intéressant. Donc, il y avait 4 tournées. Et sur les 4 tournées, il fallait savoir quelle est celle qui dégageait des pertes. Donc, on a vu qu'il y avait une tournée qui dégageait des pertes. Donc, processus, quoi, tout au moins étape concernant ce coût spécifique. On part toujours en premier dans un tableau avec le chiffre d'affaires. Ensuite, on met les charges variables. Les variables, elles varient en fonction de l'activité, on vous les donne, il faut les chercher. On enlève, on fait la différence chiffre d'affaires moins charge variable, on obtient ce qu'on appelle la MCV, marge sur coût variable. Une fois qu'on a obtenu la marge sur coût variable, on peut calculer le taux de mariage sur coût variable, le taux de marge sur coût variable. Très simple, on fait ce qu'on a calculé précédemment, marge sur coût variable, divisé par chiffre d'affaires, multiplié par 100, et on obtient un pourcentage. Et on aura donc un pourcentage, un taux de marge sur coût variable des différents produits. D'accord? Ensuite, on enlève les charges fixes spécifiques au produit, on les enlève, et on obtient ce qu'on appelle la marge sur coût spécifique. Une fois qu'on a obtenu la marge sur coût spécifique, on va calculer le taux de marge sur coût spécifique. Et là, après, on va pouvoir comparer et dire, voilà, ce produit-là, on va l'abandonner parce qu'il est négatif, par exemple. Et ensuite, on continue au niveau de l'entreprise, on enlève les charges fixes globales et on obtient, par différence ensuite, le résultat global. Mais on ne peut pas le faire par produit. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire par rapport à ce chapitre, et donc, je pense que voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non? Oui? J'arrête l'enregistrement? Non.